tu es sous les projecteurs et tout. On ne montre que ce qu'on a envie de montrer. Mais notre réalité même, ce qu'on vit même là, personne ne peut voir. C'est-à-dire, c'est pas possible que moi, Stéphanie, enfant de pauvre, malade, avec des parents qui n'ont rien, eux-mêmes à se mettre sur la dent, à me donner que je puisse tomber enceinte. C'était pas possible. C'est pas possible. C'est un crime, c'était un crime pour les parents. Il vaut mieux que je me tue en même temps. J'étais devenue comme une peste. Une grossesse à l'école dans le temps, il y a 27 ans. C'était très mal vu. C'était un mythe. Et même psychologiquement, c'est quelque chose qui m'a abattue dans le temps. Et même avec la grossesse, j'ai tenté plusieurs suicides. Je travaillais dans un cybercafé, on me payait 15 000 francs le mois. Et dans ça, il fallait nourrir un enfant. Il fallait me nourrir moi-même. Là, et ma maman me mettait la pression. Et j'avais eu un gros contrat. Un contrat très juteux qui me permettait vraiment de vivre ma vie de louga, tu vois, comme on le dit, quoi. Mais je ne savais pas que ce contrat pouvait s'arrêter à tout moment. L'homme de ma vie, personne ne le connaît. Willy Dombo, c'est qui pour toi? C'est mon amour. Bonjour Stéphanie. Bonjour Béni. Comment ça va? Je vais super bien. Et de ton côté? Ça va bien aussi. D'accord. Alors, généralement, c'est toi qui interviews les gens. Généralement, c'est toi qui poses les questions aux gens. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on va te cuisiner. Comme tu cuisines les gens. Ah ouais? Ouais. Tu as été à l'origine de beaucoup de bérets, je crois. Hein. Ouais, ça c'est vrai quand même. Quand les gens se retrouvent sur ton plateau, tu les mets ensemble et tu crées un béret au milieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, mais est-ce que c'est vraiment ça? En fait, tu vois, la plupart d'entre nous qui sommes des personnalités dans le milieu du showbiz, il y a des traces qu'on laisse en fait sur les réseaux sociaux. Tu vois, je ne crée rien. Tout ce que je sors, c'est des traces que ces personnes, ces stars, ces artistes ont eu à laisser quand même. Et on leur remonte ça à la surface. Et ils sont étonnés parfois. Tu vois, on fait une petite enquête. Le truc est qu'on ne va pas maintenant au sein d'une famille pour avoir des renseignements. Non. C'est pas encore arrivé à ce niveau. Non, on ne va pas à ce niveau. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je sais que ta communauté va beaucoup regarder cette vidéo, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais aujourd'hui? Je suis Stéphanie Montcho. J'ai un petit nom là que je n'aime pas trop dire. C'est quoi ce nom? Le nom commence par M, donc je garde ça. Et tu M point, j'ai vu. Oui, c'est ça. C'est un nom... Stéphanie M. Montcho. Et le M, c'est pourquoi? C'est mon prénom, mais que je garde... Marlène? Non. C'est un prénom du Bénin? Non. C'est un prénom français? Oui, français. Mais faut nous révéler ça. C'est en intimité, tu vois. Aujourd'hui, c'est en intimité avec ta communauté. Donc, révèle-nous les vraies choses. Je ne pourrais pas. Je suis désolée. Ok, vas-y. Et donc, 20 années de service dans les médias, tu vois. Et je suis passée par tous les médias. J'ai commencé par la radio, je suis allée à la presse écrite, ensuite je suis venue à la télé, tu vois, pratiquement tout. Je suis passée par le web aussi, tu vois, parce que j'ai eu à animer aussi des émissions sur le web et animatrice de grandes scènes, de grands événements également. Aujourd'hui, c'est la grande casquette que j'ai. Mais j'ai aussi une agence de communication, de publicité, Prunel Concept. Et je suis la présidente d'une association qui s'appelle La Vie est Belle. OK. Qui fait quoi? Nous allons faire des causeries dans les écoles avec les élèves, afin de faire regresser le phénomène de grossesse en milieu scolaire. Tu es tombée enceinte sur les bancs, c'est ça? Oui, à 15 ans. 15 ans, tu faisais quelle classe là? 4e. 4e, waouh! Ouais, j'étais en 4e. Waouh! Et je suis tombée enceinte sur les bancs. Et donc, je me sers aujourd'hui de cette histoire pour ne pas que mes jeunes sœurs
puisse tomber aussi dans ces pièges, parce que ça a été un piège pour moi. J'étais très jeune, et mon histoire me sert de témoignage dans les écoles. Je l'ai vécu. Je ne vais pas auprès de mes amis, comme j'aime les appeler, pour raconter l'histoire d'une autre personne. C'est des choses que j'ai vécues. J'ai été vraiment dans le fond de la chose et je m'en sers vraiment pour toucher ces élèves-là. Et ça marche. Depuis 10 ans, j'y suis. Je le fais et voilà, quoi. Que tu as cette association-là. Oui, que j'ai cette association-là. Ouais. Voilà. En fait, en t'écoutant et en suivant un peu ton parcours, ce de quoi on se rend compte, c'est que tu es quelqu'un de très passionné. Moi, personnellement, c'est ce que je ressens beaucoup de ta personnalité. Ça se dégage, tu vois. Moi, je me dis, les gens passionnés, généralement, c'est quelque chose qui se dégage en eux, dans leur façon de faire. Ils sont passionnés, tu sens qu'ils sont dans les détails, ils ne vont pas perdre du temps. Ils ne se disent pas, ah non, j'en ai trop fait. Non, ils vont continuer par faire. Et quand tu dis que tu as fait 20 ans dans le métier du journalisme, c'est ça, et présentatrice, moi, j'ai le sentiment que ça fait 20 ans de carrière, mais le grand public ne t'a connu que il y a 2-3 ans. Là, quoi. Là, sorto fidèle, comme on dit là. Là, hier, là, que le grand public t'a connu. Quoi, c'est l'impression que ça donne. C'est l'impression que ça donne. Mais moi, en connaissant un peu les coulisses, je sais que tu as fait une longue carrière. Je connais beaucoup de personnes qui te connaissent, beaucoup de boîtes chez qui tu as travaillé. Qu'est-ce qui explique ça selon toi? Pourquoi est-ce que subitement, pendant 17-18 ans, tu étais une présentatrice, etc., mais tu n'étais pas sur le feu des projecteurs comme tu l'es aujourd'hui. C'est ça. Et subitement, après autant d'années, tu deviens celle qu'on voit partout, qui reçoit tout le monde, qui est sur tous les événements. Les gens se diraient que tu as reçu subitement. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as reçu subitement? Non, jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme je te dis, ça me fait 20 années de carrière. Ça a été une suite logique. Parce que j'ai commencé par le bas. Le très, très bas. C'est quoi ton premier poste que tu as eu quand tu dis que tu as commencé par le bas? Non, je parlerai en termes de rémunération. Ok. Tu vois, quand moi j'ai commencé la radio, j'ose pas dire combien on nous payait à la radio, tu vois. Ça fait 20 ans, tu peux le dire là. Et aujourd'hui, quand je me revois en arrière, mais ça a été ma base. C'est ça qui m'a construit en fait, tu vois. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. La passion m'anime au-dedans de tout ce que je fais. La première chose qui m'anime à faire ce que je dois faire, c'est la passion. Quand je n'ai pas la passion pour quelque chose, je ne fais pas. Et ça a commencé comme ça. C'est parce que j'avais la passion pour la chose. Tu sais comment je suis devenue animatrice télé? Animatrice, présentatrice dans les médias. J'avais un ami qui s'appelle Doncla Mabalo et qui venait, je travaillais dans un cybercafé. Et il a l'habitude de venir dans le cybercafé, tu vois. C'était comment on dit, une fan. Non, quand je te dis une fan des émissions interactives. Tu vois, les émissions qui passaient sur Golf FM, les émissions qui passaient sur Radio Tokpa, Océan, tu vois. J'étais fanatique. Et j'appelais tout le temps. Il y avait une émission sur Radio Tokpa qu'on animait les soirs, qui est une émission très sensuelle. Et j'adorais appeler. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai fait la connaissance. Tu appelais, en fait? Oui, j'appelais. Okay. J'étais fanatique, j'appelais, j'aime ce genre de choses, tu vois. Et j'appelais l'émission que Donclam animait. Et il était le client dans mon cyber. Donc, c'est là que je l'ai connu. Donc, c'était un animateur, tu vois. Et un jour, il est venu au cybercafé, il dit, « Mais Stéphanie, tu as une très belle voix. Est-ce que ça ne te tenterait pas d'aller dans les médias ?» Je dis, si tu me le dis, moi, je dépose mon dossier. Et c'est comme ça que j'ai déposé mon dossier. Alors qu'avant ça, tu sais, avant quand on voyait les gens à la télé, dans les Vox Populi, on disait, moi-même un jour, je vais parler dans la télé, je vais parler quand on fait des interviews aux gens à la radio, c'est des choses que je me disais, mais sans jamais oser, en fait, sans jamais croiser des journalistes qui vont me poser des questions. C'était ça plutôt, tu vois. Et donc, je suis allée déposer mon CV et on m'a appelé. J'ai commencé comme ça. J'ai été vraiment formée sur le tas, mais à la radio. À la radio. Tu as commencé à la radio? Oui, j'ai commencé à la radio.
J'ai commencé à la radio, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, ça a grimpé. J'ai quitté la radio, je suis allée à la télé. J'ai quitté la radio, je suis allée à la télé. Je suis redescendue dans la presse écrite. J'ai fait Le Meilleur, le journal Le Meilleur. Je suis restée là. Et après, j'ai rebondi encore à la radio. Et ensuite, je suis repartie encore à la télé. Tu vois. Pourquoi c'est maintenant, Stéphanie, du coup, tout le monde... Non. C'est les réseaux sociaux qui donnent cette impression-là. Tu vois. Quand nous, on faisait la télé, Espace 12 heures et autres, les réseaux sociaux au Bénin, c'était pas ça. Il n'y avait pas cet engouement, c'était pas si chaud. Chaque chose que tu fais aujourd'hui, tu mets ça sur les réseaux sociaux. Avant, c'était pas ça. Tu vois. Et donc, si on me connaît si tant aujourd'hui, c'est l'effervescence qu'il y a au milieu des médias sociaux. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que tu penses que les réseaux sociaux t'ont apporté? Beaucoup. Ça m'a permis de booster mon émission actuelle, qui est Café Weekend, parce que je fais beaucoup de communication autour de l'émission. Ça a permis d'ouvrir aussi d'autres portes, parce que des gens qui ne me connaissaient pas, ça a permis de me connaître et de me mettre sur certains projets. Tu vois, sur certains projets de communication. Tu vois un peu, voilà. Et ça m'a permis aussi de connaître des personnalités, d'aller à la rencontre de certaines personnalités. Tu vois, donc Et je vais dire que la plupart de ce que j'exploite comme ressources, comme mes invités, ceux que je reçois souvent, les gens vont croire que c'est maintenant que je les connais. Non. C'est des gens avec qui j'ai eu à travailler dans le temps. Et à cause maintenant de l'avènement des réseaux sociaux, voilà, on se dit maintenant, c'est maintenant que Stéphanie les a connus. Non. Quand je parle d'un DJ Mix, par exemple, c'est quelqu'un que je connais depuis 15 ans, que j'ai déjà reçu sur des plateaux de télévision. Tu vois, quand je parle de Dimon Oussou, par exemple, c'est quelqu'un que je connais depuis, que j'ai reçu sur Espace 12 heures. Tu vois, ça n'a rien d'actuel, en fait. Ok, donc en fait, tu avais déjà un réseau avant. J'avais mon réseau. Mais tu n'étais pas réseaux sociaux et les réseaux sociaux, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Voilà. Et donc, quand les réseaux sociaux sont arrivés et que tu as pris le mouvement, tu as juste activé ou réactivé, si je peux dire, ton réseau existant pour justement en fait booster la notoriété de ton émission, la visibilité, le succès de ton émission. Exactement. Donc, résultat, les gens te voient en fait avec toutes ces célébrités-là et se disent « Ah ouais, là, c'est aux célébrités, etc. » Ça va que sur les 15-20 dernières années, tu as passé le temps en fait justement à travailler avec ces célébrités-là, à construire ton réseau avec ces célébrités-là. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est juste qu'il y a la lumière sur tout ça. Et donc ça donne le sentiment que c'est quelque chose de nouveau, ce qui n'est pas le cas, quoi. Ok, je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça, ça se comprend un peu mieux. Et je crois quand même que pour les personnes qui te connaissent, qui regardent cette interview-là, ce podcast, ils vont quand même se dire « Ah ouais, mais c'est vrai, on l'a connu il y a 2 ans, mais c'est quelqu'un qui était là depuis longtemps, depuis fort longtemps. » Et aussi, on dit souvent que le succès, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Bon, on dit c'est la chance qui est ça, mais le succès, c'est aussi ça. C'est que quand l'opportunité rencontre la préparation, tu étais déjà prête parce que sur les 15 dernières années, tu as fait un travail constant. Et ensuite, en fait, l'opportunité des réseaux sociaux est arrivée pour mettre la lumière sur tout ce que tu fais et tout. Voilà, c'est ça un peu ça que ça se fait. Ça s'est fait. Mais il faut dire aussi que je suis très tenace. Je suis très persévérante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que tu as vécu des situations qui t'auraient fait arrêter depuis? Avaler depuis, comme on le dit. Sérieux? Est-ce que tu peux nous parler d'une situation? Ouais, je vais vous parler d'une situation. Quand j'ai quitté, en fait, Espace 12 heures sur l'OETB, sur la chaîne nationale, j'ai connu un down. Comment ils appellent ça? Il y a un nom là. Un burn-out? Un burn-out terrible. J'ai connu un burn-out qui ne dit pas son nom. C'est vrai que quand j'ai quitté la société pour laquelle je travaillais, j'ai créé ma société en même temps, qui est la société actuelle. Et j'avais eu un gros contrat, un contrat très juteux qui me permettait vraiment de vivre ma vie de louga, tu vois, comme on le dit, quoi. Mais je ne savais pas que ce contrat pouvait s'arrêter à tout moment. Et ce contrat s'est arrêté au bout de 2 ans. Et ça a été le burn-out
La façon dont ça s'est arrêté, en fait, je ne l'ai pas préparé. Je menais ma vie, c'était moi, c'était Stéphanie, la nouvelle star avec des voitures. Aujourd'hui, c'est telle voiture, hier, demain, c'est telle voiture, tu vois. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je l'ai mis à fond. J'ai fait mon truc à fond. Mais le gros contrat, ce gros partenaire que j'avais, il a rompu le contrat. Wow. Ouais. Et je n'étais plus à la télé. Je n'étais plus sur une chaîne de télévision. Tu vois, je comptais sur ma boîte de communication pour me faire, en fait, une vie. Et là, je tourne en rond. Je tourne en rond jusqu'à ce que je suis repartie, moi, Stéphanie, chez mes parents. Waouh! Oui. J'ai tout à chambouler dans ma vie. Je n'avais plus rien. Wow. J'ai tout vendu. Pour celles qui roulaient des voitures. Oui, j'ai tout vendu. Béni, j'ai tout vendu. Quand je te dis j'ai tout vendu, j'ai vraiment tout vendu. Et je suis repartie chez ma mère à Kbaou. Ça a détruit beaucoup de choses dans ma vie. Je suis repartie chez mes parents. Je suis restée chez mes parents. Je suis redevenue toute petite. Tu vois, il fallait tout refaire. Comment tu as vécu cette période-là? Est-ce que tu t'en souviens un peu? Parce que généralement, on dit que quand on a l'argent, on oublie très vite comment est-ce qu'on se sentait quand on était pauvre, quand il y avait la galère. C'est-à-dire, cette période-là, quelles sont les images les plus dures que tu as de cette période-là? Pour quelqu'un qui avait déjà réussi sa vie et qui, du jour au lendemain, perd tout et qui se retrouve à retourner jusqu'à la case de départ, c'est-à-dire dans la maison de ses parents. C'est ce que je te dis. Tu vois, par exemple, des personnes avec qui j'étais très proche, c'est quand même Stéphanie, mon job. J'avais un petit nom, un tout petit nom, même si ce n'était pas les médias sociaux et tout, mais dans le monde de l'audiovisuel et des médias, j'avais un nom. Mais ces personnes, tu les appelles, ils ne te connaissent plus. C'est ça la télévision. La télévision, les médias, quand ça te vomit, nos télévisions classiques, là, la presse classique, comme on le dit, les médias classiques, là, quand ça te vomit, c'est très difficile. Aujourd'hui, je suis comme un miracle pour tout le monde. Parce que Stéphanie, elle avait disparu, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui me connaissaient, quand ils me revoient, pour eux, je suis vraiment un témoignage. Parce qu'ils ont su ce qui s'est passé. Ce temps-là, j'appelais des gens. Béni, aujourd'hui, j'ai des contrats. J'ai des contrats d'animation de 500 000 francs. J'ai des contrats d'animation peut-être de 700 000 francs en une soirée. Mais je te dis, dans ma vie, j'ai cherché des contrats de 40 000 francs. Des contrats de 40 000 francs en 1 an, je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire, je restais 6 mois sans avoir une animation. Parce qu'au-delà de la télévision, de la radio, je fais aussi des scènes live, des mariages, tu vois, des trucs. Je n'avais même plus d'anniversaire. Petit anniversaire même d'un enfant. Je ne l'avais plus. Wow. Des fois, même, je demandais à animer sans prendre... Parce qu'il y a le truc, pour revenir, il y a des sacrifices que tu dois faire. Que tu dois faire, absolument. Des fois, je demandais même à faire des animations gratuitement. Je ne trouvais plus. Pourquoi? Parce qu'on ne te connaît plus. Tu n'étais plus là. Mais c'est qui, Stéphanie? C'est déjà du passé, là. Stéphanie, c'est déjà du passé. J'ai vécu ça. Donc, c'est des souvenirs. Quand je m'en rappelle, je dis, Seigneur, mais comment ça s'est fait, en fait? Comment ça s'est fait? Mais je n'ai pas baissé les bras. C'est ça, je te dis que je suis très tenace. Et comme on dit, il y a un animal, un petit insecte. Je suis comme l'encombrement, on dit non, bien sûr pas. C'est qui s'attache à la peau, là. Quand je fais ça, je ne te lâche pas. Jusqu'à ce que j'ai le résultat que je veux. Je vais te lâcher. Dans le temps, je déprimais. J'ai déprimé de ouf. Mais malgré ça, même les gens qui me raccrochaient au nez, je ne les ai pas mis en rancune parce que je sais que ce dont j'ai besoin, c'est avec eux, en fait. Donc, je forçais. Tout le temps, je forçais. Quand je dois appeler, j'appelle. Il y a des gens qui m'ont... des choses que tu ne peux pas entendre, des choses qu'on ne peut jamais dire sur toi. On a eu à me le dire. Mais je ne les ai pas lâchés jusqu'à ce que j'ai mon résultat. Aujourd'hui, souvent, quand je veux parler à mes jeunes sœurs et à mes jeunes frères qui sont dans le même milieu que moi et qui se disent... Dada, c'est difficile. Je dis, construis ton réseau. Tant que tu n'as pas ton réseau, personne ne viendra vers toi. Parce que si tu n'as pas quelque chose à offrir, mais qui viendra vers toi, en fait? Tu vois, j'ai pris 3 ans pour me construire encore, en fait, quelque chose dont les gens ont besoin. Qui est Café Weekend. Quand je mets beaucoup de communication autour de cette émission, je sais pourquoi je le fais. Aujourd'hui, dans le monde culturel, dans le monde du showbiz, s'il y a cette émission de stars, d'artistes qui marchent au Bénin, le plus au Bénin, qui est beaucoup plus connu, c'est Café Weekend. À telle enseigne que quand les artistes, je parle des artistes chanteurs par exemple, à l'international viennent, on demande, mais c'est quelle émission sur laquelle on peut passer? On a eu à faire ça. On a construit ça. Pour être en fait incontournable, qu'on nous demande. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres.
Il faut avoir là. Tant qu'on n'a pas besoin de toi, personne ne viendra vers toi. Tu vois, aujourd'hui, toi, tu as ton labo. C'est exceptionnel. Quand je suis venue, je t'ai dit, c'est exceptionnel. J'ai jamais vu un truc comme ça. Tu vois, tu es en train de construire quelque chose dont les gens auront besoin. Donc, ils seront obligés de venir vers toi. C'est très important. Alors qu'il y a 4 ans en arrière, qui l'eût cru? Qui aurait besoin de moi? J'étais complètement fanée, hein. Personne même. Mais c'est qui Stéphanie là? Elle est déjà, mais c'est une vieille peau. Elle a fini sa carrière, c'est fini. Et pourtant, je suis toujours là. Moi, la question qui me tourmente depuis que tu racontes cette histoire incroyable, c'est où est-ce que tu allais chercher la motivation en toi quand tu étais au plus bas? Quel lieu t'a permis de te relever et de te dire quelle est cette motivation secrète-là que tu as aujourd'hui et qui t'a permis de t'en sortir, tu dirais? C'est un truc, c'est Dieu. Hein. Même dans ça, là, je suis tenace. Quand je m'agrippe à Dieu, quand je lui demande quelque chose, tant que je ne l'ai pas, je ne baisse pas les bras. Je peux paraître des fois dépressive, tu vois. Mais quand je dis cette chose-là, je m'agrippe jusqu'à ce que je l'obtienne. C'est fatigant des fois, mais je m'agrippe. Et quand je crois en quelque chose, c'est difficile de me l'arracher, en fait. C'est tout. C'est pas un truc que j'ai fait. Les gens disent, tu sais, chez nous, on raconte beaucoup de choses. Hein. Elle est allée faire des choses pour revenir au devant de la scène. Elle a fait ci, elle est passée par ci. Non, moi, j'ai rien fait. Hein. Je n'ai rien. Moi-même, c'est tout Stéphanie là qui est assise ici maintenant. Si tu m'enlèves les arts, plus rien. J'ai plus rien quelque part. Je n'ai rien que je lappe les matins. Je n'ai rien que je lappe les soirs. Je n'ai rien sur laquelle... Tu jettes de l'huile rouge. Je vais jeter de l'huile rouge. J'ai rien de tout ça là. Tu vois. Il y a cette motivation, il y a cette foi qui m'anime à chaque fois. C'est tout. Et je m'agrippe à Dieu. Je m'agrippe à Dieu. Je prie beaucoup. Je prie beaucoup. Pendant que d'autres auraient cru que ton secret... C'est quelque chose de... Oui. On dit ça chez nous. Très spécial. Oui. Pour toi, c'est juste Dieu, quoi. C'est Dieu. C'est tout moi qui suis ici. Il n'y a pas une autre Stéphanie quelque part. Voilà. Donc, moi je me sens concerné par, tu vois, cette phrase-là sur Dieu. Parce que généralement, moi aussi, quand j'en parle aux gens, les gens ne croient pas trop. Moi, je me dis, au Bénin, en Afrique de l'Ouest, on est très religieux, mais on n'est pas très... croyants, c'est-à-dire en fait tu vois des gens qui vont à l'église mais qui ont peur au premier truc qui leur arrive, ils ont peur comme s'ils le font en Dieu en fait, du moment où quelque chose leur arrive en même temps ça passe pas là, voilà, ça s'affaiblit en même temps, tu vois. Moi je dirais que je suis plus croyant que religieux. Je sais pas si c'est quelqu'un qui va à l'église tout le temps, voilà, c'est ça qui est important. Et je me suis rendu compte que c'est ça le socle, quoi. C'est ça qui est le plus important. Et je crois même que c'est ta relation avec Dieu, tu vois. C'est ton intimité, comment tu creuses ton intimité avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'église. Que tu ailles à l'église 24 heures sur 24, ça n'a rien. Il y a des gens qui vont à l'église 24, mais ils sont vides en fait. Il n'y a rien en eux. Tu vois, ta relation, elle est personnelle avec ton Créateur. Et tout se construit autour de ça. C'est vrai. Voilà. Et un truc sur lequel j'ai envie de revenir, ou une partie de ton histoire sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est... je ne vais pas dire c'est ton enfance, mais c'est ton adolescence. Et au début, tu disais que tu étais un peu serial entrepreneur. Serial entrepreneur, c'est quelqu'un qui a monté plusieurs entreprises. C'est-à-dire, tu as ta boîte de com, tu as ton association, tu as beaucoup de trucs. Oui. Comment Stéphanie Monchor est tombée enceinte à l'âge de 15 ans? C'est une histoire terrible, hein. Tu sais, à la base même, je ne suis pas une fille très ouverte. J'étais très réservée, tu vois. Je suis unique de mes parents. Et à la maison, il y avait une certaine pression, tu vois. Il y a une certaine pression entre maman et papa, des trucs que je ne supportais pas, tu vois. Papa avait la pression parce qu'à un moment donné, il a perdu son job. Et donc, maman, maintenant qui s'occupe seule de la famille, maman, elle est tout le temps hargneuse, elle est en colère parce il va falloir supporter ci. Donc, cette atmosphère à la maison m'a rendue très renfermée. Très renfermée, je ne m'ouvrais pas. Et à un moment donné, j'ai commencé à chercher quelqu'un avec qui je peux communiquer, avec qui peut me donner des conseils. Tu vois, maman revient à la maison toute fatiguée, elle te jette sa colère sur le visage. Pas qu'elle m'aime pas, hein, elle m'aime. C'est aujourd'hui que j'ai compris qu'elle m'aimait, tu vois. Ça m'a pris du temps pour comprendre ça. Mais
elle déverse sa colère sur toi. Ce que toi, tu ressens là, comme sentiment, en quoi ça la regarde? Tu es une enfant, tu as envie de parler. En quoi ça la regarde? Rien du tout, ça ne la regarde pas. Elle est allée se faire son jet, elle va supporter la maison, elle va te supporter, elle va prendre soin de tout ce qui est comme charge à la maison. Donc, c'était pas facile pour elle. C'était pas facile pour elle. C'est aujourd'hui que je comprends, après avoir passé cette étape-là, tu vois. Mais dans le temps, je ne comprenais pas. J'en voulais à mes parents. C'est pas seulement à ma maman. J'en voulais beaucoup à mes deux parents parce que je me disais, j'aurais pu avoir quand même une situation qui était comme les autres enfants que je vois autour de moi. Parce que à la base, on est une famille pauvre, tu vois. Et donc, quand je me voyais dans cette situation, je dis, mais pourquoi moi, je ne suis pas comme telle? Arrivé à un certain moment dans la vie de tout adolescent, je ne sais pas comment je vais l'appeler, il y a ce besoin de s'ouvrir, en fait, d'avoir de l'écoute, d'avoir de l'attention. Quelqu'un à qui tu peux parler, qui va te comprendre. Tu vois? Dans le temps, chez moi, à la maison, ça ne pouvait pas se faire. Tu vois? Et j'ai un cousin qui a un ami qui venait à la maison et le cousin, il est beaucoup plus grand que moi. Il avait le double de mon âge. Ah. Mais je voyais en lui, en fait, cette étoffe paternelle. Parce que quand je lui parle, il m'écoutait. Tu vois, il m'écoutait. Ah non, ta maman t'aime, tu sais. Ce n'est pas parce que... Oui, il faut l'écouter, il faut faire... Il essayait. Ce que je n'arrivais pas à dire à mes parents, à lui... Tu arrivais à le dire. J'arrivais à le dire. J'avais 14 ans quand je l'ai connu. Tu vois. Et donc, c'est comme ça s'est fait le lien. Mais c'était plus un lien fraternel, le chapeau de papa que je lui ai porté là, qui s'est transformé en d'autres choses. À quel moment ça s'est transformé en autre chose? Est-ce que tu l'as vu venir? Est-ce que je l'ai vu? Oui, bien sûr, je l'ai vu venir. Tout s'est passé autour d'une fête de Saint-Valentin, tu vois. Et il avait déjà commencé à faire le pas vers moi. Donc, je le considère, entre autres, comme, entre griffes, mon petit ami, mais il n'y a jamais eu d'attouchement, il n'y a jamais eu quelque chose entre nous, tu vois. Et à l'approche de cette fête, je me suis dit, c'est la fête, hein, je vais essayer de faire un petit cadeau à mon petit ami. Ma maman vendait des tissus wax au marché. J'ai ouvert son placard et je suis allée prendre 2 mètres de paille wax. J'ai emballé. C'était un samedi, il pleuvait, tu vois. Toute l'atmosphère qu'il fallait pour te mettre dans des choses bizarres, tu vois. Effectivement. Je te dis. Et donc, j'ai pris et je suis allée offrir quand même un cadeau à mon petit ami. Mon petit ami. Ton amoureux, quoi. Mon amoureux. J'avais 15 ans déjà. J'avais 15 ans. Ça fait un an après qu'on se soit vraiment connus. Et donc, quand je suis arrivée, je lui ai donné le cadeau. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il me donne, moi? Il n'avait rien d'autre à me donner. Et là, on est allé tu vois. Et on l'a fait. On l'a refait. Et dans la même journée? Oui. Tu étais prête. Façon dont tu demandes dans la même journée. Waouh. Oui, ça s'est passé comme ça et tu vois. Et voilà, et ça s'est soldé par une grossesse. C'était ta première fois? C'était ma première fois. C'était mon premier jour de faire l'amour, en fait. C'était vraiment mon premier jour. Et ça s'est soldé en ça, quoi? Ça s'est soldé en ça. Mais on ne s'attendait vraiment pas à... Ni lui, ni toi? Non, s'y attendait pas du tout. Pas du tout. C'était pas évident même que ça arrive. Mais 2 mois plus tard, moi, ma maman, étant une femme, elle a constaté des choses, tu vois. Je te dis, on était pauvres. Et tu sais, la famille pauvre, dans le temps, nous, on pissait dans pot. Tu vois. Bien sûr. On pissait dans pot dans la chambre. Excusez-moi. Et donc, ma maman a eu à prendre mon urine à un moment donné et je ne m'en suis pas rendu compte. Pour faire un test de grossesse? Oui. OK. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Je ne m'en suis vraiment pas rendu compte. Mais je crois qu'on lui a demandé qu'il fallait confirmer. Donc, un bon matin, je devrais aller au cours et elle a dit non, le jour-là que ma marraine venait me chercher, qu'il faudrait qu'on aille quelque part. J'ai dit,
Si c'est ma maman qui dit de rater les cours, bah, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour moi. Donc, ma marraine est venue vraiment me chercher. On est allé dans un... En fait, quand on s'est approché et on est arrivé devant l'immeuble, j'ai vu hôpital. J'ai dit, non, mais moi, je ne descends pas là. Je ne peux pas parce que je connaissais mon état. Ah, tu connaissais déjà ton état? Oui. Okay. En fait, le truc est que on voulait avorter. OK. Oui, parce qu'on pouvait... J'étais l'unique de mes parents. J'étais l'espoir de ma famille. Il n'y avait pas... Ma maman... Tu ne pouvais pas te permettre ça, en fait. Je ne pouvais pas me permettre ça. Et même, je souffrais d'un mal, en fait. Tu vois? Un mal dans lequel mes parents investissaient tous leurs sous, pratiquement. Tu vois? Donc, ce n'était pas possible une erreur de cette taille-là. J'allais devenir quoi? Donc, on disait qu'on allait avorter la grossesse, là. Mon ami n'avait pas trouvé l'argent. Il n'a pas pu trouver l'argent. Donc, c'est le fait de ne pas de dire à demain, je vais trouver, ce qui nous a conduit à 2 mois, en fait. Et donc... Tu es rentré dans l'hôpital, là. Dans l'hôpital. Est-ce que j'avais le choix? Non, tu n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Tu ne peux pas faire carrière avec moi. Ah, ça, ma maman était prête à tout pour en découdre avec moi. Le jour-là, je me suis dit, c'est fini, et Woulimi. Et Woulimi, Biro. Toi, tu pensais cacher ça pendant longtemps? Je ne sais pas. Mais tu étais dans le doute constant. J'étais tout le temps dans le doute. Je me dis, je ne savais pas que ma maman allait le découvrir, franchement. Je me disais que je cachais bien mon jeu. Alors que ma maman, elle me suivait. J'ai raté mes premières menstruations, je ne les ai pas eues. À l'époque encore, je crois que ça doit être encore archaïque le moment où on utilisait les pagnes coupées et tout ça. Exactement, voilà. Tu as compris la chose. Je crois que je ne suis pas si vieille que ça. Hein. Donc, elle surveillait tout de près. Tu vois? Donc, elle n'a pas vu la chose et dit... était qu'à DJ. Donc, je crois que c'est ça qui l'a interpellée, en fait. Elle a commencé à faire ces choses-là, prendre mon urine, aller donner, après m'emmener à l'hôpital. Donc, elle m'a récupérée et j'étais obligée de monter. Je suis montée, c'était au premier niveau. Il y avait des sages-femmes là. On m'a dit de me coucher là. J'ai commencé à pleurer déjà. Ah, tu as déjà compris que ton sang était déjà scellé. Ma vie était finie. Moi, j'ai vu que ma vie était finie. Donc, la sage-femme me dit, il faut te coucher sur la table. Elle m'a touchée. Elle a fait ce qu'on a l'habitude de faire quand on est enceinte. Non, moi, je n'ai jamais été enceinte. Les femmes vont comprendre de quoi je parle. Okay. Et donc, elle a vu, elle dit à mes parents et à ma marraine et à ma mère, ben, Vimi Tonze Agban. Elle est enceinte. Béni. Là où j'étais assise, là, à côté, là où j'étais couchée sur la table, à côté, il y avait une fenêtre, en fait. Une fenêtre qui donnait au bas. Donc, quand elle a dit... Elle a révélé ton secret, quoi. La façon dont même elle a dit le truc, c'est fini. C'est fini, quoi. À moi, c'est la fin d'une vie. Exactement, oui. C'est fini. J'ai ouvert. J'ai pris ma main, j'ai ouvert la fenêtre. Tu voulais sauter par là? Je voulais sauter. Pourquoi? Parce que ma vie était finie. C'est-à-dire, ce n'est pas possible que moi, Stéphanie, enfant de pauvre, malade, avec des parents qui n'ont rien, eux-mêmes à se mettre sur la dent, à me donner que je puisse tomber enceinte. Ce n'était pas possible. C'est pas possible. C'est un crime. C'était un crime pour les parents. Il vaut mieux que je me tue en même temps. Tu vois? C'est comme ça que le truc est venu dans ma tête. Donc, je voulais me jeter par-dessus bord. Et ma mère, et ma marraine, et la sage-femme, ils m'ont tenue par le pied. C'est ça qui m'a sauvée, en fait. Wow. Sinon, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas là. Et bon, on a commencé à me surveiller. Mes cas de renouer. J'ai dit la vérité. J'ai dit, c'est telle personne. Le père de mon fils, dans le temps, il avait 28 ans, et j'avais 15 ans. Tu vois? Et donc, mes parents ont voulu l'emprisonner, détournement de mineur. J'ai dit, il m'a forcé à rien faire du tout. Vous le laissez. Et c'est vrai qu'après, il est parti et c'est 12 ans plus tard qu'il est revenu. Il a voyagé, c'est ça? Non, il était là. Il a quitté le pays? Non, il était au pays. Et pourquoi il est parti?
Je ne sais pas. À cause de la pression? Oui, à cause de la pression. Il n'avait pas de quoi vraiment prendre soin d'un enfant à ce moment-là, tu vois. Et donc, il y avait beaucoup de pression aussi, tu vois, de la part de mes parents. Il a quitté la ville ou il était toujours dans la ville? On n'était même pas, là où je vivais, n'était même pas proche de là où il vivait, en fait. Mais il y avait cette pression entre les deux familles, tu vois. Quand des choses comme ça arrivent, il y a une tension. Tension qui se crée. Qui se crée entre les deux familles. Évidemment. Et ça ne s'entendait pas. Il faut que tu t'occupes de notre fille. Les parents aussi de leur côté là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y avait cette tension qui n'a pas facilité les choses au début, franchement. Et je crois que ça l'a fait un peu reculer. Quoique, je n'excuse pas ça, hein, parce que ça lui a pris 12 ans pour connaître son fils. Pour venir, oui, 12 ans. La première fois? Oui, pour venir. Donc son fils était déjà grand, en fait. Oui, oui. À 12 ans, là, j'ai dit, papa, je suis fatiguée. Il faut le laisser voir son enfant. Je suis fatiguée de cette guerre-là. Je ne sais pas, mon enfant va devenir quoi? Je vis toujours, son père vit toujours. Qu'est-ce que ça va devenir demain? Si jamais quelque chose m'arrivait, moi, je partais. Et il ne va pas aller vers son père. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Tu vois? J'ai essayé de parler un peu à mes parents et ils ont lâché prise. Et après, ça s'est fait. Hein. Aujourd'hui, mon fils, il est très grand. Il a 27 ans. Mais il vit chez son père. Il a 27 ans déjà, ça? Oui, il a 27 ans. Le truc s'est passé il y a 27 ans, en fait. Tu vois? Il vit avec son père. Il vit avec son père aujourd'hui. Oui. Donc, ils ont de très bonnes relations. Oui. Oh, il craint même son père plus que moi. Moi, je suis rien, en fait. Tu vois? Et c'est ça, je le voulais. Je le voulais. Parce que, tu sais, pour un enfant, la couronne paternelle est très, très importante pour éviter certaines dérives. C'est pour tous les enfants. Pour tous les enfants. Tu as gardé tes relations avec le papa? Ben, bien sûr, aujourd'hui, hein, on est dans de très, très bonnes relations. Il faut qu'on éduque quand même notre fils. Hein. Il faut qu'on le suive de près. Dans le temps, est-ce que le fait que tu sois tombée enceinte avec la tension que ça a créé, ça fait que votre relation amoureuse ça s'est brisé? Oui, ça s'est brisé. Il y avait plus. À partir de le jour où on a découvert que j'étais enceinte, c'est fini. C'est-à-dire, c'est comme dit, c'était le réveil en fait. On est revenu. L'amour est terminé là. Le jour là, en même Vous êtes revenu à la réalité. Oui, on était revenu à la réalité. Et toi, comment ça a impacté la suite de ta carrière ou de ta vie? Le fait d'être tombée enceinte en ce moment-là? J'ai continué mes études. Tu as continué tes études? Oui. Tu allais jusqu'au bac? Oui. Tu as eu le bac? Oui. Okay. Tu vois, j'étais enceinte et j'allais à l'école. Avec le ventre. Tu partais qu'à qui? Ah oui. CEG Védocol, les gens m'ont connu comme ça. En fait, j'étais au CEG d'Antokwa quand je suis tombée enceinte. Mes parents m'ont ramenée. Au CEG Védocol. M'ont changé de collège pour éviter beaucoup de pression et tout. On m'a changé de collège. Et on m'a cousu un kaki, en fait, qui montrait que j'étais enceinte. Et ça, c'était aussi autre chose hein, que j'ai l'habitude de raconter à mes enfants et aux filles vers qui je vais dans les écoles. J'étais devenue comme une peste. Une grossesse à l'école dans le temps, il y a 27 ans. C'était très mal vu. Hein. C'était un mythe. C'est à Galeton. Kakabayi Moro. Jusqu'à ce qu'elle soit tombée enceinte. Les gens ne se demandent plus est-ce que c'est la première fois, rien. C'est pas leur problème. C'est que tu t'es promené et tu es tombée enceinte. Tu vois? C'est tout ce qui compte. Et avec le ventre, elle vient, personne ne voulait plus s'asseoir à côté de toi. Tout le monde t'évitait, ça se racontait des choses sur toi. Et même psychologiquement, c'est quelque chose qui m'a abattue dans le temps. Et même avec la grossesse, j'ai tenté plusieurs suicides. Ouais. Cet enfant, comme j'ai l'habitude de dire, c'est un enfant de la vie. J'ai tenté. Et la dernière suicide que j'ai tenté, quand on est allé à l'hôpital, la sage-femme, c'était au CNHU. La sage-femme m'a regardé et dit, toi, on est fatigué de toi. Hein. On va te donner la recette nécessaire pour que tu puisses te tuer et nous foutre la paix. Parce que tu viens, l'enfant qui est dans ton ventre aussi refuse de descendre. On est fatigué de vous, en fait. Et c'est à partir du moment-là que j'ai pris conscience. Maintenant que tu avais la recette. Oui. Je me suis dit, tout arrêter, mais là, tu prends... Pourquoi vous faites des choses comme ça? Je me suis dit, mais les gens là se foutent de moi. Hein. Moi, je fais tout.
Et maintenant, on te donne la raison. Pourquoi tu veux que tu veux te retourner? Fallait faire les caïras. Et à partir de là, je dis, mais Stéphanie, arrête, ça va maintenant, arrête tout ça. Et mon papa a été d'un grand soutien pour moi. Après, ma mère aussi, elle a compris. Elle s'est beaucoup calmée. L'enfant a plus d'amour même de ma mère que de moi. Et jusqu'à présent, il appelle ma mère maman et il m'appelle moi tata. Ah oui. Moi, c'est la même chose. Par exemple, chez moi, ma mère, on l'appelle Dagan et puis la grande-mère, on l'appelle maman. Tu vois, tu vois, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça qui s'est tissé dans notre souvent, famille. dans ce genre de famille, souvent, il y a deux mamans, quoi. Il y a la vraie maman et il y a la grand-mère. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé chez nous, tu vois. Ma maman l'aime beaucoup. C'est un enfant, on ne le touche pas. Parce qu'elle a souffert. Elle a même plus souffert sur cet enfant-là que moi. Tu vois, parce qu'il fallait et le garder et me garder. On était deux enfants maintenant. On était deux enfants qu'elle arrivait... Elle devrait élever une mère et son enfant. Et son enfant. Tu as fait l'université? Non. Tu n'as pas fait l'université. Après ton bac, qu'est-ce que tu es devenu? Il fallait travailler pour nourrir un enfant. Un enfant, oui. Ouais. D'abord, j'ai arrêté même avant le bac. D'aller à l'école même avant d'avoir mon bac. Tu t'es arrêté en premier? En seconde. En seconde parce que, tu vois, ma mère, elle n'avait pratiquement rien. Moi, là, je devrais travailler. J'ai commencé à travailler à l'âge de... J'ai perdu une année quand je suis tombée enceinte. Quand on m'a remis à l'école, je n'ai pas pu avoir mon BEPC. Donc, j'ai repris l'année, en fait. J'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans dans le cybercafé où donc là m'est venu me trouver. C'est là que j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. Et donc, le bac, oui, bon, après le bac, je n'ai pas le temps d'aller à l'université, moi. Moi, j'ai un enfant à élever. J'ai un enfant que je dois nourrir. Il fallait absolument travailler pour amener et gagner de l'argent. Parce que le père n'était pas là? Le papa n'était pas là. J'ai commencé avec 15 000 francs. Je travaillais dans un cybercafé. On me payait 15 000 francs le mois. Et dans ça, il fallait nourrir un enfant. Il fallait me nourrir moi-même. Et ma maman me mettait la pression. Il fallait te lever pour nourrir. L'enfant que tu as emmené là, tu dois le nourrir. Moi, je te garde déjà. Il y a des choses à faire sur toi. Mais l'enfant là, on doit absolument... Il ne va pas mourir. On ne va pas le laisser mourir. Il doit vivre. Donc, il fallait aller chercher ce qu'il doit... Manger, quoi. Oui, ce qu'il doit manger. C'est une vie. Ok, donc tu as commencé par travailler à 17 ans? Oui, à 17 ans. Dans un cybercafé? Oui. Ok, et après ça, c'est là, en même temps que tu rentres dans la télé? Non, quelques années après? Non. Je suis rentrée à la télé à 23 ans. Hein. Pas à la télé, dans les médias, à l'âge de 23 ans. C'est ça. Ok, à l'âge de 23 ans. Okay. J'ai 43 ans aujourd'hui. Waouh! Et pourquoi tu dis que tu n'es pas si vieille que ça? Je ne suis pas vieille, Benny. Mais tu as plus de 40 ans. Non, j'ai l'habitude de dire aux gens que j'ai 50 ans. Oui, mais on ne te donnerait pas 40 ans. Ah oui? Ouais. Mais si moi, tu ne m'avais pas dit ton âge, moi, je t'aurais donné dans la 35, 37. Non, j'ai 43 35, ans. 37. Ouais. J'en profite pour m'excuser auprès des gens chez qui j'ai l'habitude de dire que j'ai la cinquantaine. J'ai pas la cinquantaine. Sérieux? Il y a des gens qui te croient? Ils me croient. J'ai 43 ans. J'ai 43 ans cette année. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es remarié? À quel moment? Bien sûr. Après, à 17 ans, 18 ans, j'ai connu un autre homme qui m'aimait. Hein. C'est pas un amour... il avait à peu près mon âge, tu vois. Et il connaissait mon histoire. Il a dit, je vais te prendre comme femme. Oui, avec cet enfant-là. Cet enfant, les promesses, il m'a fait des promesses qu'il a tenues. Il a gardé cet enfant comme son enfant pendant plusieurs années avant que je ne tombe enceinte de lui. Ok. Donc, vous avez vécu ensemble? On a vécu ensemble. On a vécu ensemble. Et là, j'ai eu mon deuxième enfant. Mon deuxième enfant aujourd'hui a 19 ans. Tu vois. Et donc... Après ça, malheureusement, on s'est séparés. Ça n'a pas marché, on s'est séparés. Quand j'avais 28 ans, on s'est séparés. Et moi, j'ai continué ma vie.
Lui aussi s'est remarié. Et bon, voilà, on Tu t'es garde. remarié aussi? Ouais. Tu as fait d'autres enfants après? Non. Ok. J'en suis à 2 et je m'en suis. Tu t'en es arrêté là? Oui, oui, oui. Mais je ferai un enfant à 50 ans. Je ferai des jumeaux à 50 ans. J'espère pas pour toi. Ah non, mais je veux. Non, Je n'espère pas pour toi. Je dis. Non, pourquoi je dis ça? C'est des risques. Tu sais, Pourquoi? oui, non, tu sais, il y a Michelle Obama qui en parlait la dernière fois. La grossesse après 40 ans, c'est un risque. C'est possible, mais c'est un risque. Pire, un jumeau. Ouais, mais c'est ce que moi je veux. Je demande. Je t'ai dit, je suis tenace. Hein, je l'aurai. Ouais. Ah, ok. Bon. À 50 ans, je dois faire des jumeaux. À 50 ans, 0-0. Oui, parce que je veux des filles. J'ai pas de filles. T'as pas de fille, ok. Non. Tu aimerais avoir J'ai que des garçons qui vont me laisser partir avec leurs femmes. avec les femmes. Mais les femmes aussi te laissent et partent avec le mari. C'est pas et évident. c'est pire. C'est pas évident. Ah Tu bon? sais, moi, par exemple, je suis très proche de ma mère. Tu vois? Alors que au contrario des hommes, les garçons, Ils sont plus proches de leurs femmes, tu veux dire. oui, beaucoup, beaucoup. Tu vois? Les choses que moi, je peux faire pour ma mère, par exemple, parce qu'on est entre femmes, toi, par exemple, c'est un peu difficile. Tu vois? Il y a plus... enfin, c'est comme ça que moi, je le vois. Hein. Est-ce que tu penses que tu auras le temps de profiter de si tu les fais à 50 ans? 20 ans après, tu as 70 ans mais déjà. 50 ans, j'ai fini ma vie. J'ai le temps de m'occuper de mes enfants. Quand tu là. dis 50 ans, tu as fini ta vie et qu'aujourd'hui, tu en as 43, est-ce que tu es en train de nous dire que dans 7 ans, tu vas prendre ta retraite? Non, je ne prendrai jamais ma retraite aussi. Hein. Je sais que je suis un peu en train de faire une contradiction, mais bon, tellement je suis active que je me dis quand est-ce que je pourrais me reposer dans ma vie, en fait. Mais sincèrement, sérieusement, j'ai envie de faire des enfants à 50 ans. Et si c'est des jumeaux, j'accepte. J'accepte. Je vais les garder. J'aurai le temps pour Ah bon, mais c'est chaud quand même parce que à cet âge-là, on dit aussi que on n'a plus beaucoup trop de force. Oui, aussi. Aussi, c'est aussi ça. la vigueur n'est plus la même. Mais tu sais qu'il y a des femmes qui en ont fait. Bien sûr. Qui en ont fait à 50 ans. Bien donc, sûr. Mais bon, c'est juste possible. qu'en termes de probabilité, il y a des risques que ça se passe mal. Et bon, voilà, c'est pas souvent conseillé. Oui. Mais là, ça peut se faire. Il y a bien sûr des exceptions, mais c'est pas souvent conseillé. Ouais. Mais si tu l'as planifié, que c'est un plan de Dieu, comme tu es très croyante, que tu l'as vraiment mis en prière, tu l'as vraiment demandé, moi, je pense que c'est la grâce de J'aime cet esprit. trop les Ça jumeaux. va se passer. Hein. Tu sais, on dit souvent quand tu vas... Il y a un homme qui m'a vu que je suis maman de jumeaux. J'ai pas encore fait des jumeaux, mais on m'a vu que je suis maman de jumeaux. Donc, les enfants là doivent sortir de moi, forcément. Tu vois? Tu me dis que genre, tu sens que ces enfants-là sont en toi, déjà. Tu as les jumeaux en toi. Il faut que ça sorte, tu vois. Donc, et j'espère que ça va arriver, franchement. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ta carrière. D'accord. Quelle a été, selon toi, la cause principale du succès de ton émission? L'actuelle, c'est ça. L'émission actuelle, parce que c'est sur toi, à travers cette émission-là, qu'on t'a plus connu. Et aujourd'hui, je dis, il y a 2-3 ans, Stéphanie Monchon ne faisait pas de scène. Bah, bien sûr. Voilà, tu vois, la dernière fois, tu étais sur la scène de Imra. Avant ça, on était ensemble sur la scène de Adja Piano. Bien sûr. Tu fais pratiquement Days. Vaudou Days. Tu es pratiquement sur toutes les scènes aujourd'hui. Et c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on peut dire d'une façon ou d'une autre que tu es l'animatrice télé peut-être la plus en vue aujourd'hui au Bénin. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais quand je veux dire, quand on parle dans le showbiz, celle qu'on voit le plus dans le showbiz, c'est toi, tu vois. C'est vrai, ça, donc, tu as raison. Pour revenir sur l'émission, à quel moment ça a commencé l'émission déjà? En fait, c'est une émission, on avait commencé en 2017 d'abord. Il y a une première saison qu'on a commencé en 2017 qui était une émission où on recevait seulement les artistes. Tu vois, interview classique, tu viens, on ne rentre dans rien du tout avec toi. On te pose des questions normales, là. Les questions normales qu'on a l'habitude de poser aux gens, là. On te pose ça, tu parles de ta carrière, et puis tu pars. C'était comme ça, c'était très plat, tu vois. Mais la deuxième saison, après ça, en 2017, 2018, je suis allée en Côte d'Ivoire. J'ai fait une pause. Je suis allée en Côte d'Ivoire pour aller travailler pour 2 ans et demi et je suis rentrée. Quand je suis rentrée,
je voulais revenir au-devant de la scène. Donc, je suis allée revoir mon DG de la télé, TVC, et je lui ai dit, DG, je veux revenir avec cette émission. Il m'a dit, Stéphanie, tu es sûre que tu as le temps pour le faire? J'ai dit, je vais le faire. Je vais m'y consacrer corps et âme, je vais le faire. Mais, je vais mettre ma touche, parce que je suis allée en Côte d'Ivoire. Tu sais de quoi je parle là? La Côte d'Ivoire, c'est une autre réalité. C'est un autre game, comme on le dit. J'ai dit, la Côte d'Ivoire n'est pas sur la terre, en fait. Tu vois? Parce qu'ils savent distiller les émotions. Ils savent quoi faire pour que ça prenne. Je suis restée là-bas 2 ans et demi et j'en ai pris de la graine. Et j'ai décidé d'inculquer ça dans les habitudes de mon émission. Et c'est ce que j'ai fait. C'était quoi ces habitudes-là? Les gbérés. Les gbérés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle gbérés chez nous? Les dossiers, tu vois, des trucs louches sur les gens, tu vas chercher. Souvent, ce n'est pas des choses pour faire mal. Non, c'est souvent c'est des choses pour booster la carrière de l'artiste. De la personne. Un artiste, par exemple, qui sort un son. Et bon, ça a tendance à ne pas décoller. Tu cherches, tu dis, mais il faut un truc. On doit créer un truc. Il faut aller chercher quelque part. Il faut emmener une histoire sur la table qui va attirer l'attention, qui va susciter de l'émotion. De l'intérêt, de l'émotion. Voilà, chez l'audience, auprès de l'audience. Et connaître beaucoup d'audience, tu vois. Et donc, à partir de là, je dis, je vais fouiller la vie de mes invités. Sans qu'ils ne le sachent. J'ai commencé par Dibi Dobo. La première émission que j'ai faite, qui a fait le tollé général, c'était l'émission avec Dibi Dobo, où il était en froid avec un autre artiste. Il n'a jamais su que je pouvais aller jusqu'à ce bout-là. Mais c'est une histoire qui est connue de tous, hein. Tu vois? Bon, c'était quel artiste? Oh non, je préfère ne pas dire son nom parce que... ça va créer un autre débat. Oui, je préfère ne pas dire son nom. Oui, on va rester focus sur nous. Oui. Et donc, je lui ai présenté la photo de l'artiste, un artiste qu'il connaissait bien. Et il dit, mais je ne le connais pas. J'ai dit, mais bon. Ouais. J'ai dit, mais dis donc, comment tu ne le connais pas? C'est un artiste de notre pays. Il a eu... Et puis, j'ai cette manière d'attiser les choses moi-même. C'est-à-dire, le feu, là, j'ai le feu sur ma langue. J'ai appris à faire ça en Côte d'Ivoire, tu vois. Je sais comment je sais pas, on tire des choses de toi, tu vois. Tu seras devant moi, hein, je veux tirer des choses de toi, tu ne vas même pas t'en rendre compte, tu vois. Il dit, je ne le connais pas, mais je dis, comment ça? Comment tu vas dire, mais tu as eu à dire telle chose sur telle chaîne? Parce qu'il fallait fouiller aussi d'autres choses pour avoir du répondant. Quand l'artiste, tu lui poses des questions, et s'il te répond, il ne faut pas que ça s'arrête là. Tu dois pouvoir tirer jusqu'à avoir ce que tu veux. Et c'est ce que j'ai fait avec Dibi Dobo. Et ça fait le tollé général. C'est la première émission avec Dibi Dobo qui a tout chamboulé, en fait. Il ne s'attendait pas du tout. L'autre émission qui a beaucoup plus parlé de lui, c'est l'émission avec Nicanor. Mon cher Nicanor. Il ne savait pas. Nicanor venait sur l'émission pour faire la promo de son spectacle. Nicanor a l'habitude de m'appeler grande sœur, Stéphanie, on est entre nous, voilà. Ben, je vais aller sur l'émission de Stéphanie. Mais le truc est que, sur l'émission là, je ne suis pas ta dada. Oui, sur l'émission, je ne te connais pas en fait. Et dans le sourire, on va le faire proprement. Oui, et c'est ce que j'ai fait avec Nicanor. Je suis allée prendre des choses que lui-même en fait, et sa conjointe ont eu à publier. Et je l'ai fait face à ça. C'est tout, hein. Je ne suis pas allée chercher quelque part. Je ne suis pas allée puiser quelque part pour dire que je vais sortir une histoire. Il avait l'habitude de s'afficher avec une femme. J'ai pris la photo de la femme. J'ai fait mes enquêtes. J'ai trouvé le numéro de la femme. Je l'ai interviewée. J'ai demandé à la femme de m'envoyer une vidéo. Voilà. Parce qu'on le fait souvent aussi à des artistes quand tu viens sur l'émission. On fait des vidéos de tes parents, par exemple. On demande à tes parents ou à ton ami ou à ta femme de faire une vidéo surprise, on appelle. Tu vois, c'est pas une vidéo méchante, c'est une vidéo surprise pour toi. Mais sauf que toi, tu n'es pas au courant. Tu vois. Donc, j'ai demandé à celle qui avait l'habitude d'afficher de nous faire une vidéo et qu'on va lui jouer. Et surtout, de ne pas lui dire.
qu'on va lui jouer sur le plateau. Quand j'ai joué la vidéo, j'ai dit bon. Et je lui ai demandé, elle est qui pour toi? Il dit, c'est ma femme. J'ai dit, ah bon? D'accord. Il y a une publication que Cécimé avait eu à faire. Ah, la femme en question, c'était pas Cécimé? Non. Il y a une publication que Cécimé avait eu à faire elle-même, dans laquelle elle avait fait des déclarations. J'ai pris la... Cécimé, c'est ma copine, hein. Elle est presque ma sœur, en fait. J'ai pris cette partie-là, et j'ai dit, affichons ça. Et Nicanor, c'est ce que Cécimé quand même a écrit, hein, que tu as fait la connaissance des parents et tout et tout. C'est qui Cécimé pour toi? Coslo. Tu vois? Ah ouais. Et c'était la première fois, parce que je crois qu'il ne s'y attendait pas. Il se disait, bon, je vais aller dans une interview classique avec Stéphanie, elle va me poser des questions sur ma carrière. Moi, je ne fais plus ça. Les interviews plates, là, j'ai dit, je ne fais plus. J'ai eu à faire. J'ai fini cette carrière d'interview plate. Je ne ferai plus jamais. Tu vois? Et c'était la première fois, en fait, qu'il parlait de son histoire, et avec Cécimé, et avec l'autre. Donc, ça a fait aussi le tollé général. Ça. Et il avait répondu quoi par rapport à Cécimé? Il dit qu'il connaît Christelle Guédou. Et qui est le nom de Cécimé? Qui est le nom de... Mais il n'a pas dit ça. Il a dit que lui, il connaît, il a des choses avec Christelle Guédou, et que Cécimé... voilà, quoi. Et il a dit en parabole, en fait. Tu vois, il a dit en parabole, mais tout le monde a compris le jour-là de quoi il voulait parler. Et j'ai poussé ma curiosité plus loin. J'ai dit, donc Cécimé est la première ou la deuxième? Il me dit, mais c'est toi qui le dis. Tu vois, il essayait de répondre en parabole tout le temps, pour ne pas tomber dans le piège. Mais la conclusion, c'est que tout le monde a su, franchement, qu'il était maintenant officiellement en relation avec Cécimé. Et ça a fait beaucoup jaser, ça a fait beaucoup parler. Après, il y a eu l'avènement de leur enfant, tout et tout. Il faut dire que c'est sur Café Weekend que pour la première fois, cette histoire a été révélée officiellement. Ensuite, il y a eu l'histoire de la grossesse de Cécimé. Et ça, je salue la mémoire du papa de Cécimé qui a vraiment collaboré avec moi pour lui rendre cet hommage-là. Vous savez, comme je vous l'ai dit, Cécimé, c'est ma sœur. C'est ma sœur. On a fait les classes ensemble depuis... Ah bon? Oui, on a fait l'école primaire ensemble. Donc, on est très, très liés quand même, tu vois. Et donc, quand j'ai fait cette émission avec Nicanor, elle m'en a voulu. Ah. Oui, elle m'en a voulu entre nous, hein, ça c'est entre nous. C'est des trucs qu'on se dit entre sœurs. Donc, à un moment donné, je voulais me racheter. J'ai vu que je l'ai blessée et je voulais vraiment me racheter. Mais est-ce qu'elle a compris la dimension professionnelle dans ça, que c'était pas personnel? Si, je crois qu'elle a compris. Okay. Elle a compris, mais quelque part, elle a été blessée quand même, parce que ça touchait quand même à sa vie intime. Privée, tu vois, effectivement. Sa vie privée. Et donc, comment on fait pour me racheter? J'ai voulu l'inviter sur mon plateau. J'ai entendu dire qu'elle était enceinte. On la voyait bizarre. J'ai dit, il faut que je l'invite sur le plateau. J'ai forcé avec son manager, qui est Léonel Kenra, qui est un ami à moi aussi. Et finalement, il a accepté qu'elle va venir. Je lui ai tout promis. J'ai dit, cette émission, quand tu viens, il n'y a pas de piège. Parce que c'est l'autre chose aussi maintenant. Hein. Avant qu'un artiste ne vienne chez toi, il faut le rassurer pour dire qu'il n'y a pas de piège. Parce que quand ils viennent, eux tous, ils s'attendent à ce que tu leur réserves un gros piège dans lequel ils vont peut-être tomber. Donc, je l'ai convaincu. Je lui ai dit, il n'y aura pas de piège. On va le faire simple. Et surtout, je veux que cette image que les gens ont de toi, et qu'ils sont tout le temps en train de t'attaquer, en train de t'insulter. Tu es une femme qui ne peut pas faire d'enfant. Tu es si... On va essayer de faire en sorte que cette image-là, on lave ça. Ça, c'est mes secrets professionnels que je suis en train de vous livrer. À partir de là, on a dans le studio, l'atmosphère, le décor du studio même était approprié à cette émission-là. Cécimé était face à elle-même. Elle était face à la caméra. Elle était face à l'écran sur lequel elle voyait son image. Tu vois? J'avais envie qu'elle se vide, en fait. J'avais envie qu'elle livre aux téléspectateurs la façon dont elle est et non la façon dont ils pensent qu'elle est. Tu vois? Donc, il fallait toucher le côté sensible. Et on l'a organisé.
Je te dis, Béni, l'émission là, jusqu'à aujourd'hui, ça continue à faire des émules sur les médias sociaux. Parce que c'est sur cette émission que tout le monde a su que Cécima était enceinte. Parce qu'elle est venue toute ronde et j'ai posé la question. Tout le monde voulait, mais personne n'osait vraiment poser la question comme ça à la télé. Et elle a dit, les gens l'insultent. La façon dont même elle a répondu. C'est ça, je te dis, même l'atmosphère du studio, tu vois, prêtait à toucher le téléspectateur qui regarde l'émission. Et on a réussi. À partir de là, les insultes se sont transformées en éloges. Les insultes se sont transformées en compassion, en mots de compassion. Oh, notre Cécima, oh, on t'aime, oh, ne les regarde pas. Les mêmes qui l'insultaient, je te dis, hein, les mêmes qui l'insultaient reviennent dire non, oh non, on t'aime, ne les regarde pas. Si jamais... Tata Stéphanie, si jamais tu fais encore pleurer notre cesse, je dis, mais regardez cela. Hein? C'est pas vous qui l'insultez dans ce pays, tu vois. Effectivement. Donc, il y a eu des émissions qui m'ont marqué et c'est ce que je mets à chaque fois dans des émissions. J'essaie de mettre la chose qui peut toucher le téléspectateur parce que nous avons en vue le téléspectateur. Il ne faut pas l'oublier. Comment faire pour rendre le passage d'un artiste, d'une personnalité sur une émission unique. Quand c'est des émissions, tu ne verras pas ça ailleurs. C'est des choses, quand ça vient sur Café Week-end, ça peut se répéter ailleurs. Ils peuvent aller ailleurs, on va leur répéter les mêmes questions. Mais les bonnes réponses, les premières réponses d'une situation, souvent, ça sort sur Café Week-end. Alors, on a parlé de ta vie privée. Oui. Tu m'as dit que tu avais déjà tout dit. Non, tu n'as pas tout dit. Comment ça? Tu as dit que tu avais 2 enfants. Ouais. Un premier que tu as fait, un premier garçon que tu as fait quand tu avais 15 ans. Un autre que tu as fait bien après. Mais tu as dit que tu n'étais pas avec le père du premier. Tu n'es pas avec le père du deuxième. Mais tu es avec qui alors en fait? Bah, je suis une femme, je suis avec quelqu'un, ça c'est évident. Est-ce que Stéphanie Monchor est en couple ou est-ce qu'elle est célibataire? Ça, je réponds jamais. Ah bon, pourquoi? Tu viens de répondre, tu as dit tout à l'heure que tu es avec quelqu'un, que tu es une femme, que tu es avec quelqu'un. Il faut le comprendre comme vous voulez, hein. Comme je dis. Tu sais, Béni, ma vie privée, j'en ai beaucoup parce que je l'ai étalée sur les réseaux sociaux à un moment donné. Je me suis remariée de façon officielle et je l'ai étalée moi-même. Personne ne m'a demandé de le faire. J'ai étalé mon mariage, le mariage grandiose avec tout ce que ça contient, des photos de mariage, le pré-mariage, j'ai tout fait. Cette histoire a failli me détruire la vie. Waouh, pourquoi? Parce que les gens sont rentrés dedans. Tu sais, quand tu es une personne connue, tu as des personnes qui t'adulent. Tu as des personnes qui ont envie d'être comme toi. Tu as des personnes qui ont envie de rentrer dans ton intimité. Ce que tu fais, ces personnes ont envie de faire. C'est ce qui s'est passé avec moi. Ok. Exactement. Ils ont eu envie d'être avec ton homme, c'est ça? Je ne vais pas en dire plus. Tu vois? Et ça a créé beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. C'est vrai qu'à la base, ce mariage, bon, entre griffes, avant ça, il s'est passé beaucoup de choses au cours du mariage et tout. Mais je vais dire, la première des choses que j'ai peut-être eu à faire moi-même, c'est de l'avoir étalée. Tu pensais que c'était une erreur, en fait? Oui. Si c'était à recommencer aujourd'hui, je tu ne le ferai referais jamais. C'est pour ça que je n'affiche jamais mes relations aujourd'hui. Les gens me prêtent tellement de relations. Je suis avec si... Je fais un coucou à mon amour, Willy Dombo, au passage. J'allais te poser la question. Willy Dombo, au passage. Non, c'est mon amour. C'est mon amour. Moi, j'allais te demander, ouais. Willy Dombo, c'est qui pour toi? C'est mon amour. Ça veut dire quoi, c'est ton amour? Oh, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que tu es en couple avec Willy Dombo? Ben, quand on dit quelqu'un est ton amour, ça veut dire quoi? Tu peux dire à quelqu'un que tu apprécies bien, oh, c'est un amour, c'est mon amour. Ça se dit pas, on n'appelle pas tout le monde amour, hein, tu sais. Donc tu confirmes ta relation avec Willy Dombo? Je dis Willy Dombo, c'est mon amour. Est-ce que ça veut dire que tu confirmes ta relation avec lui? Mais j'ai déjà répondu, hein, Béni. Tu vois, j'ai déjà répondu, voilà. On a vu une vidéo de toi. Oui. Déjà, vous avez fait un plateau télé.
ensemble. Bien sûr. Qui... Où on s'est embrassé. Voilà. Voilà. Ouais. Si on n'était pas ensemble, tu crois qu'on pouvait faire ça? Non. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé ça? Pourquoi? Est-ce que tu l'as vu venir? Est-ce que tu voulais le faire toi-même? Tu t'attendais à ces réactions-là? Tu sais, moi, ce qui se passe sur mon émission, tout est spontané. Hein. Je te jure, c'est pas souvent des choses préparées. En fait, tu vois. Ça peut être au cours de l'émission que je décide ou qu'un invité, je t'ai raconté une histoire tout à l'heure, qu'un invité décide de faire quelque chose. J'ai pas ce... Tant que ça rend l'émission intéressante, tu vois, ça attire l'audience, c'est bon pour moi. Pour toi, c'est bon. C'est bon pour moi. Donc, tu ne savais pas que tu allais faire ça? Être embrassé par Willy Dombo, mais quelle sensation! Mais dis donc, en tout cas, bref. Non, mais à la sortie quand même de l'émission, ça fait un grand tollé sur le web. Ouais. C'est très choquant pour tout le monde. Parce qu'au tout début, on voyait les photos et tout ça. Donc, il y avait déjà les rumeurs, beaucoup de rumeurs autour de ça. Bien sûr. Mais je crois que quand même l'émission a confirmé ça, en fait. On a voulu le officialiser les choses comme ça. Oui, on a voulu le faire et puis ça a marché. Hein. Ouais, voilà. Ça a très bien marché. Vous savez, Willy Dombo, c'est je l'appelle celui qui sait créer des instants unique et magique. Il est comme ça. Il en a fait beaucoup de stars, il a créé beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, vous voyez, et je le trouve exceptionnel. Je peux dire que j'ai un peu triché de ce qu'il fait pour redonner de la graine, franchement, pour redonner... Voilà, j'ai beaucoup triché de lui. Tu es beaucoup inspiré de lui, Oui, beaucoup inspiré. Et je ne le cache pas, hein, je le dis tout le temps. Des fois, je l'appelle mon petit papa, tonton. C'est une bonne relation pour moi. Oui, aujourd'hui, quelles sont vos relations? Vous êtes dans une relation à distance alors? J'ai déjà répondu, Benny. Je t'ai tout donné en fait. C'est la première fois même qu'on me pose des questions. Tu as révélé et confirmé que tu étais ensemble avec Willy Dombo. Maintenant. Ah ouais, j'ai dit ça quand? À quel moment? Maintenant, ce qu'on sait, tu vis à Cotonou. Oui. Willy Dombo vit à Abidjan. Mais Abidjan, moi, je vais tout le temps. Hein. Ah bon? Ouais. Mais tu ne communiques pas beaucoup dessus, on dirait. Ouais, je vais tout le temps. Ou jamais, pratiquement. Oui, quand je veux. Quand tu vas à Abidjan, c'est pour le travail ou pour pouvoir ton chéri? Mais j'ai du monde à Abidjan, moi. J'ai des amis à Abidjan, j'ai des gens à Abidjan. Tu vois, même si c'est pas le côté amoureux, j'ai beaucoup de personnes à Abidjan. Mais tu vas souvent, pourquoi actuellement? Pour le travail, pour les amours, tu vois, pour un peu de tout, tu vois, pour agrémenter ma vie. Parce que, tu vois, quand je sens qu'il y a un petit calme, je vais me ressourcer. Ah ouais, auprès de ton amour? Tu vois, mais Willy aussi, il est tout le temps au Bénin. Hein. Ah bon? Ouais, il est Misséon. Il est tout le temps ici, il est chez lui. C'est un Béninois. Donc... il est tout le temps là, il communique. Peut-être pas déçu. Peut-être pas déçu. Il est là, il est là. Donc, c'est un choix de pas beaucoup communiquer dessus? Peut-être. Ouais. C'est un homme quand même connu. Quand vous êtes quelqu'un de connu, c'est ce que vous voulez que les gens sachent de vous. C'est ça que vous montrez. Il faut faire très attention. Très attention. Sinon, ça peut se retourner contre vous. Voilà. Mais ça, tu voulais que les gens le sachent sur toi, quelque part? C'est ce que ça veut dire? Ouais, on voulait, nous deux. Ah bon? Oui. Ça a été quelque chose sur laquelle on s'est entendu, en fait. Ok. Voilà. Mais nous, on l'a vécu comme une surprise. C'est vous, ça. C'est nous, on donne l'information. Effectivement. Et les jumeaux dont tu m'as parlé au début de l'émission, qui doivent venir... C'est peut-être de Willy Dombo, qui sait? Ouais, donc c'est une question. Oui, qui doivent venir dans 7 ans exactement. Oui. Mais actuellement, lui et moi, on est en froid. Vous êtes en froid? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a trompé? Ouais, tu sais, tromper... Moi, je ne quitterai pas quelqu'un parce que la personne m'a trompé. Hein. Ah bon? Non. Tu penses qu'il pleut partout dans le pays, quoi? Je te dis, mon frère. Non. Aujourd'hui, j'ai beaucoup mûri. Peut-être qu'il y a 10 ans, peut-être que j'aurais fait ça. Tu vois? Mais je ne peux pas quitter quelqu'un parce que la personne m'a trompé, sincèrement. J'aurais aimé que la faute aille bien au-delà de ça. Et que ça soit une faute qui pourrait me coûter la vie ou lui coûter la vie. Là, on se sépare. Mais si ce n'est pas ça, pourquoi je me séparais de lui? Mais pourquoi est-ce que tu lui en veux actuellement alors?
Parce que, voilà quoi. Parce que quoi? Je ne lui en veux pas. Je n'ai pas dit que je lui en veux. Tu as dit quoi alors? Je n'ai pas dit. Tu as dit qu'actuellement vous êtes un peu en froid. Ouais, on n'est pas trop. Actuellement, on n'est plus trop proche. Mais comment tu peux ne plus être trop proche avec ton amour? Ouais, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Tu penses que c'est momentané? Oui, ça peut arriver. Peut-être tout ça là, c'est pour agrémenter la vie de couple, hein, tu sais. La vie de couple, il faut créer des sensations des fois. Et puis, voilà, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que si te trompe... Est-ce que tu penses déjà qu'il t'a dit à tromper une fois? Tous les hommes, ça trompe, Benny. Donc tu as les... C'est une bonne question que tu te poses. Je n'ai même pas le temps de me poser cette question-là. Okay. Je dis, la vie de couple, pourvu que ton conjoint te respecte et te donne cette place-là qu'il faut. Le reste, je m'en fous. Il y a des barrières à ne pas franchir. Tu vois, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans le couple. Tromper, ce n'est pas une raison pour quitter la vie de couple. La vie de couple, c'est quelque chose de grand. La vie de couple, c'est pas copinage, en fait. Tu vois? Et quand ça devient jusqu'à ce point-là, ce n'est pas parce qu'il est allé ouvrir les jambes, excusez-moi, d'une petite go, nénette, quelque part, que toi, tu vas quitter ton couple. Tu laisses ça. La go va te laper ça proprement. Elle va t'apprendre, en fait, comment on garde un homme. C'est ça. Donc, voilà. Vous vivez ensemble? Qui est qui? Toi avec Willy Dombo. Mais la personne n'est pas en Bénin, comment je peux vivre avec lui? Mais tu as dit que tu es tout le temps en Côte d'Ivoire. Oh, mais on ne peut pas vivre ensemble, toi aussi, Béni. Bon, quand il est à Cotonou? Ah ben, on se voit. Vous voyez ou vous vivez ensemble quand il est à Cotonou? Ah ben, c'est en choix, hein. On peut comme on peut pas. Et quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu résous souvent où? Chez lui? Je reste souvent à Cocody quand je vais en Côte d'Ivoire. Donc, tu vois. Donc, aller chercher. Et il y a quoi à Cocody? Cocody, c'est grand, hein? Oui, Cocody, c'est grand. Donc, je reste quelque part à Cocody. Ok. Voilà. Ok, je pense qu'on a l'essentiel. Ouais. On a l'essentiel parce que je crois que c'était un truc... moi, j'avais vu ça. Je me suis dit, ah ouais... les couples de stars, quand même, je pense que ça attire beaucoup l'attention aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. J'espère juste que les jumeaux vont sortir de là. De là, non. Mais j'ai un dernier truc à te dire. Oui, dis-moi. Tu es prêt? Dis-moi. L'homme de ma vie, personne ne le connaît. Ah! Ouais. Fin de l'interview. Ah! Qu'est-ce que tu dis encore? Tu viens de dire que tu as un amoureux. Et tu veux dire encore l'homme de ta vie, personne ne le connaît. J'ai dit fin de l'interview. Tu es dans la polygamie. Stéphanie Monton, dis-moi que tu es dans la polygamie. Fin de l'interview. Ça, c'est un scoop que je te donne. C'est un scoop. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous pensez que l'homme de sa vie dont elle parle là, c'est vraiment Willy Dombo. Ou si c'est encore un autre homme qu'elle nous cache. Tu sais, je vais te dire. Oui. Je vais te dire un autre truc. Willy Dombo, c'est celui-là que vous connaissez. Ok, c'est le mari affiché. Non, c'est pas ça. Et c'est quoi? C'est le nom que vous le connaissez. Vous connaissez Willy Dombo. Toi, tu connais un autre nom? Ouais, voilà. 3 points de suspension. Donc, et puis, vous ne connaissez même pas son nom, en fait. En réalité, vous ne connaissez pas son nom. Ah bon? Son vrai nom, on connaît pas. Son vrai nom, vous ne connaissez pas. C'est moi seul, je connais. Oui, c'est lourd. Tu vas nous révéler ça. Tu vas nous révéler ça. Non, c'est un secret. C'est un secret. Bien gardé. Mais moi, juste une dernière question. Est-ce que ton amour là dont tu as parlé, caché là, est-ce que c'est une personne différente de Willy Dombo? Différente? Pourquoi ce serait différent de Willy Dombo? J'ai pas compris la question en fait. Willy Dombo, on sait que vous êtes ensemble. Ah, tu sais qu'on est ensemble, hein? Non, ah ben tu nous apprends des choses. D'accord? La vie de... Quand tu es une personne connue, quand tu es une personne, tu es sous les projecteurs et tout, ta vie privée, on ne montre que ce qu'on a envie de montrer. Mais notre réalité même, ce qu'on vit même là, personne ne peut voir. Parce que ça nous protège en fait. Tu vois, ça nous protège. Moi, j'ai eu à faire beaucoup d'erreurs sur ce plan-là. Je suis quelqu'un, j'aimais beaucoup m'afficher. Tu vois,
sortir avec mon homme, aller ici, on est en train de boire un pot, je dois faire les photos. Mais à un moment donné, j'ai arrêté tout ça parce que ça m'a porté préjudice, tu vois. Donc, aujourd'hui, je refuse d'afficher tous les mouvements que je fais avec mon homme. Je le refuse. Voilà. Donc, et je dis et je le redis, mon homme, personne ne le connaît. Le vrai nom de mon homme, personne ne le connaît. Le vrai nom de ton homme ou ton nom, personne ne le connaît. En tout cas, les deux. Non, c'est pas les deux. Le vrai nom de ton homme, personne ne le connaît ou ton nom, personne ne le connaît. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier 3 personnes. Oui, vas-y. Sinon 4 personnes. La première des personnes, c'est ma mère. Qui a été très déterminant dans ton histoire. Franchement. Ma mère, aujourd'hui, mon père n'est plus. Mon père est parti. Et ma mère, je ne sais pas ce que je vais devenir sans elle. Elle est en train de vieillir, tu vois. Et le décès de papa l'a beaucoup affectée. Et ça se montre sur elle, parce que c'est les deux qui vivaient ensemble. Papa est parti, elle a laissé seule, elle est seule. Et à chaque fois, je redoute vraiment ce moment-là. Je redoute parce que ma mère, c'est celle qui me réveille tous les matins. Elle est plus que mon homme. Hein. Maman te réveille à 6 heures du matin pour savoir si tu es réveillé. Elle t'appelle le soir pour savoir comment ta journée s'est passée. Wow. Elle est tout le temps dans ma vie, en fait. Je suis unique pour elle. Et c'est comme si je suis toujours son bébé. J'ai 43 ans, mais pour elle, elle s'en fout, en fait. Tu vois? Et c'est une personne à qui je dois beaucoup. Je dois excessivement. Je l'aime tellement. Et je profite de cette occasion que tu m'offres pour lui dire, maman, je t'aime énormément. Je prie Dieu de te donner la vie, la vie, la vie, la vie. Ne meurs jamais, maman. Franchement, je ne sais pas si je pourrais supporter ça. Tu vois? Les 2 autres personnes, ce sont mes enfants, mes garçons, mes 2 garçons, qui sont mes protecteurs entre griffes. Il y a mon grand garçon qui a 27 ans. Il y a celui de 19 ans. C'est mes garde-corps. Ils sont très géants d'ailleurs. Tu vois. Et à un moment donné, j'ai été très absente à cause de mes activités. Et pour ça, je profite. C'est mon anniversaire. Et je voudrais profiter pour leur demander pardon. Surtout de ton absence. De mon absence. Surtout le petit. Parce que lui, il en a pris un coup. Il ne sait pas trop s'exprimer, il ne parle pas de ces choses-là, mais à un moment donné, il a voulu l'exprimer au travers de ses relations avec ses amis à l'école. Tu vois? Et ça s'est fait sentir. Donc, je voudrais lui demander pardon pour mon absence en tant que mère auprès de lui. Et la 4e personne, c'est une personne à laquelle je tiens tellement et qui regarde cette émission. Et donc, on n'est pas le nom. Je voudrais lui dire que je l'aime très, très fort. Je l'aime tellement. Merci de me supporter mes caprices, mon tout. Celle que je suis chiante. Je suis là, hein, mais ce que je suis en réalité, je me demande si vous pouvez supporter. La seule personne qui supporte, c'est lui, en fait. Tu vois. Et je voudrais vraiment le remercier pour sa présence dans ma vie. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mais il est là. Et il me supporte. Voilà. Et c'est lui ton fameux amour? Bon, peut-être. Stéphanie, merci beaucoup à toi. C'est moi, je te remercie, Béni. On est à la fin de ce podcast. Je crois que c'est une première pour moi. Toi, quand même. Est-ce que tu as un mot de fin à l'endroit, c'est ton anniversaire, est-ce que tu as un mot de fin à l'endroit de tes fans, de ta communauté, des personnes qui viennent peut-être même de te découvrir, etc. Quel est ton mot de fin en général? Je voudrais leur dire merci à ma communauté. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, j'ai une communauté. Des personnes qui sont accrochées à moi, qui sont très attachées à moi et qui ne me lâchent pas. Tu vois, à eux, je dis vraiment merci. Ceux qui regardent mes émissions, ceux qui me donnent des conseils, qui ont le regard sur ce que je fais. Des personnes qui ne me connaissent même pas, hein, et qui ne sont pas dans la moquerie. Tu vois, parce qu'il y a ça, hein.
Des gens qui te regardent, à la moindre erreur, on se moque de toi. Ces personnes-là ne sont pas comme ça. Ils peuvent t'appeler pour te dire, ah Stéphanie, aujourd'hui tu as eu à faire telle chose, la prochaine fois essaie de faire telle chose, tu vois. Et ces personnes, je leur dis vraiment merci. Je leur dis de regarder à mon histoire. C'est pas évident. À un moment donné, tu es sous le sol. On t'enterre en fait. Mais tu peux te réveiller de là et devenir quelqu'un d'intéressant. Quelqu'un dont le monde a besoin. Parce que tu as quelque chose dans la main dont le monde a besoin. C'est possible. Tout est possible. Et je te remercie, Béni. Je te remercie pour qui tu es, franchement. Et pour ce studio que tu as créé pour le Bénin. Comme j'ai eu à le dire quand je venais ici, j'ai jamais vu un truc comme ça. Tu as fait dans la différence et je te souhaite bon vent. Et on espère que ça va nous produire beaucoup d'argent. C'est l'essentiel. Amen. Merci beaucoup à toi. Joyeux anniversaire. Merci. Et j'ai dit, mon cadeau, c'est quoi déjà? Oh, j'ai dit de ne pas me souhaiter joyeux anniversaire dans la bouche. Gratuitement. Le cadeau, c'est un secret. C'est un gros secret. On va passer par ton amour pour te le donner. Tu le connais? Oui, moi je le connais. Si vous voulez que je vous le révèle, commentez. Peut-être à un certain nombre de commentaires, je peux me décider de vous révéler ça. Merci à toi. Merci. C'est un bon moment. Histoire incroyable. Mon mot de fin à moi, c'est histoire incroyable. Généralement, beaucoup de personnes voient des gens à un certain niveau. Ils les voient à la lumière, mais ils ne savent pas tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils ont sacrifié, tous les efforts qu'ils ont faits et toutes les années pendant lesquelles tu vois, ils ont fait ce travail-là. Moi, ça fait 10 ans que je fais ce que je fais, mais quand les gens voient mon jeune âge, mon parcours, etc., ils se disent, ah ouais, mais lui, je le connais qu'il y a 2 mois. C'est ça, ça ne veut pas dire que j'existe il y a 2 mois, tu vois. Franchement, donc, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Je Merci sais que et beaucoup de courage à toi aussi. À traverser certaines choses. Situations qui ne sont pas faciles. Franchement, et je sais que toi, encore plus. Tu vois. Merci. Donc, beaucoup de courage. Le Bénin a besoin de personnes comme nous, tu vois, de personnes comme toi. Exactement, et comme toi aussi. Merci. Les critiques, tu en auras toujours. C'est comme ça. Parce qu'on dit, on ne jette on jette la pierre qu'à l'arbre qui porte des fruits mûrs, c'est ça. Donc, quand tu arrives à un niveau où on commence pas à te jeter la pierre, c'est que vraiment, tu fais quelque chose qui intéresse les gens. C'est vrai. Et voilà, tu dois juste continuer, pas faire confiance à toi-même, ton être. Et l'avenir va te bénir, Dieu va te bénir parce que tu es croyante. Et nous, on attend les jumeaux. N'est-ce pas? 50 ans. 50 ans. Dans 7 ans. Dans 7 ans, exactement. Avec le cher amour que je vais vous révéler. Les gars, merci beaucoup. Fin de tournage. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.